Bonsoir à tous. Donc on va commencer cette réunion publique. Alors je me présente, je suis Eric Coupin, je ne fais pas partie de la liste, mais je vais juste aider au débat de la soirée ce soir. Donc je vais passer, la soirée va se passer en deux parties. Première partie où les candidats de la liste vont présenter leur programme. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura les questions, puisque le but est d'arriver à échanger avec les citoyens donc de la commune de Saint-Léon. Et donc il y a toutes les questions que vous pourrez avoir, gardez-les bien à l'esprit. Vous pourrez les poser dans un deuxième temps à toute l'équipe qui sera un plaisir de vous répondre. Si ça convient à tout le monde, je vous propose que l'on commence. Bonjour, je m'appelle Françoise Decazes. Donc je suis sur la liste, je suis candidate sur la liste Vrai Projet pour Saint-Léon. Et je suis chargée de vous présenter le plan que mes collègues dérouleront après. Donc en fait, Christian va commencer par introduire la liste et après vous présenter chacun d'entre nous. On vous donnera quelques éléments clés de la commune, donc en chiffres, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que chacun d'entre nous connaît. Les engagements qu'on souhaite porter. Et ensuite notre programme en trois points. Donc le premier point, préserver la qualité de vie, créer une démocratie citoyenne, et ensuite s'engager dans une solidarité centrale. Alors ces trois points ont été développés en fait dans les lettres que nous avons distribuées sur les mois précédents. Donc on reviendra dessus. Et ensuite on passera donc à vos questions et puis aux réponses qu'on pourra éventuellement vous apporter. Et puis après, on prendra un verre ensemble si c'est resté. Voilà. Donc Christian, à toi. Bien. Donc je vais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, malgré que ça fait quand même un bon bout de temps que j'habite sur cette commune. Je vais faire ça en deux temps, je vais me présenter et puis je vais aussi, c'est moi qui présente l'équipe effectivement, je vais aussi un peu vous dire pourquoi aujourd'hui on a créé une liste pour vous proposer une alternative à cette commune. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner mon âge, c'est pas un secret, j'ai 43 ans. J'habite sur la commune depuis que je suis né, donc je commence à la connaître par cœur. J'ai été président d'association dans ma jeunesse, quand j'avais que ça à faire, on va dire. J'étais président du comité des fêtes, d'abord du foyer rural et ensuite du comité des fêtes. J'ai ensuite intégré l'équipe de foot locale depuis mon jeune âge. À 16 ans, je jouais déjà ici. J'ai arrêté, on va dire, ma carrière parce que physiquement, des fois, ça ne suit plus. Donc, à 40 ans, il a bien fallu mettre un terme à ma carrière. Et dans mes responsabilités, j'ai aussi des responsabilités dans ma profession. Pour vous dire que je suis agriculteur donc sur cette commune depuis maintenant 14 ans. J'ai été avant, j'avais pas un métier d'agriculteur, j'étais pâtissier. Vous voyez, voilà, je suis passé par un cursus formation. À 16 ans, je suis parti en formation et j'ai fait un CAP de pâtissier. Voilà. Donc, et ensuite, je suis parti vers des études agricoles à l'âge de 23 ans. Donc, je me suis installé agriculteur sur cette commune. Je travaille, pour tout vous dire, 50 hectares, donc une vingtaine en propriété. Le reste, c'est de la location. Je suis aussi entrepreneur de travaux agricoles, dans une proportion à peu près équivalente que je suis exploitant agricole. Voilà un peu. Qu'est-ce que j'oublie? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, mes responsabilités au sein de la profession agricole. Je suis impliqué notamment dans tout ce qui est défense du métier agricole et je suis aussi élu à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne et de Midi-Pyrénées depuis maintenant donc un an. Voilà. Sachez aussi que mes responsabilités de professionnel agricole, j'ai en charge tout ce qui est le dossier environnemental, donc rapport environnement-agriculture. Je pense que c'est quelque chose qui me passionne parce que je pense qu'on peut arriver à trouver un réel équilibre là-dedans. Voilà pour ma présentation. Ensuite,
Pourquoi on est là aujourd'hui. Je dirais que l'histoire elle remonte à 6 ans. Ça fait quand même un petit moment. Il y a 6 ans, on a vécu des élections municipales où, malgré ce qu'on peut entendre, on fait partie, avec certains qui sont là, des conseillers sortants. On ne fait pas partie de l'opposition, on est la majorité, on fait partie de la majorité élue aujourd'hui. Le souci, c'est que d'emblée, on a voulu travailler, s'impliquer, avoir des idées et les dire, clairement, et qu'on s'est retrouvé en face des gens qui n'avaient pas envie de ça. Donc, on est quand même resté là pendant 6 ans. On a travaillé, on a fait des propositions, on l'a vu au travers du PLU. Il y avait une proposition alternative au projet du maire. Donc, on a continué à bosser dans un état d'esprit constructif. Aujourd'hui, il en est ce qu'il en est. On n'est pas arrivé à trouver un écho par rapport au maire actuel. Et donc, on avait 2 choix au bout de la fin de ce mandat. C'était soit on rentre tous à la maison et on se dirait on a fait ce qu'on a pu, mais tant pis, on rentre à la maison. Ou soit on dit on va au bout de nos idées. Voilà. Et nos idées, vous les verrez dans ce qui va être déroulé. 3 axes majeurs, donc la qualité de vie, la démocratie participative et tout ce qui est aspect social. Voilà un peu pourquoi on est là. Donc je vais peut-être passer à la présentation de l'équipe. Donc la première, dans l'ordre, puisque maintenant vous savez que sur le nouveau système de vote, c'est par liste, vous n'avez plus le droit de rayer des noms sur les bulletins. Et sont élus donc dans l'ordre du 1 au 15 en fonction des résultats que vous avez. Donc en numéro 1, donc moi-même, en numéro 2 sur la liste, Françoise Caz, donc que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez son pédigré, entre parenthèses. Donc elle est ingénieure retraitée et conseillère municipale sortante. De la majorité, précise. En numéro 3, donc Gonçalves Michel, 59 ans, ingénieur en travaux. Vesco 59, alors. Ingénieur en travaux du bâtiment et conseiller municipal sortant, et là, c'est vrai, de l'opposition, je crois qu'il le revendique. Hein. Voilà. En numéro 4, donc, Sylvie Combel, qui est maire au foyer et conseillère municipale sortante de la majorité. Alors oui, peut-être que je vais préciser un peu plus le lieu de leur habitation pour que vous voyez où ça se situe. Françoise Caz habite sur la route de Naïous, au lieu d'Iendes. Michel habite à La Roque, c'est la limite de la commune avec Montgiscard, avec Belbèze, pardon. Sylvie Combel habite sur la route à la Pradère, c'est la route qui va de Venère à Naïous en passant par en bas de Cossivière. Je ne sais pas si vous vous situez. Donc le numéro 5, donc Hervé Foch, qui est ingénieur dans le domaine du spatial, qui est nouveau, donc un candidat nouveau. Lui, il habite sur le chemin du Villa. C'est quand vous allez à Cossivière, vous bifurquez sur la gauche pour vous situer. Quand vous prenez la route de Cossivière, vous avez en bas le pont de Laval. Et il faut passer devant le château de Laval et ensuite vous continuez sur ce chemin. Voilà. Numéro 6, Marie-Hélène Krief, 43 ans, enseignante, voilà, qui est aussi une nouvelle candidate, qui habite pas très loin de chez Sylvie, à la Pradère aussi, au lieu de la Pradère. À numéro 7, Lionel Laborie, alors il devait être là, mais il m'avait dit qu'il serait là. Il avait une après-midi festive, puisque c'était l'anniversaire de son père, je vois son père qui est arrivé. C'est bizarre que son fils soit pas là. C'est bizarre que son fils soit pas là d'ailleurs, parce que soit il n'a pas supporté l'apéro ou quelque chose comme ça. Ouais, non. Donc 33 ans, agriculteur donc à Cossivière, en allant sur la route de Dojas. La suite. Donc en numéro 8, Catherine Lostis, qui a 44 ans et qui est éducatrice spécialisée. Elle habite sur la route de Naïous, là, à la limite de la frontière Naïous-Saint-Léon, un peu avant Pagna, je sais pas, à Coustire exactement, au lieu de Coustire.
En numéro 9, donc Sébastien Ramos, 38 ans, chauffeur-livreur. Lui, ça va être plus facile, il habite dans le lotissement de la Serre. Voilà. Numéro 10, Claudine Corali, 38 ans, éducatrice spécialisée, qui habite sur la route de Venerque. Les dernières maisons à gauche que vous avez en avance. Numéro 11, Gérard Dubac, 62 ans, agriculteur et conseiller municipal sortant de la majorité, qui habite sur la route de Naïous, ça fait beaucoup. Après le hameau d'Endres. Vous avez à gauche, vous repérerez un tunnel vert qui servait d'élevage à poulet. C'est ça. Numéro 12, Nathalie Auger, 44 ans, qui est chercheur, qui habite sur la route du Moulin, donc qui est nouvelle candidate aussi. Numéro 13, David Creton, 33 ans, informaticien, qui habite dans le lotissement en face de l'école. Nouveau candidat aussi. Numéro 14, Jacqueline Oriol, 72 ans, médecin retraité, qui habite au village, juste à côté de la mairie. En face, vous tournez, la maison qui est en face. Nouvelle candidate aussi. Et numéro 15, Jean-Claude Pariel, 65 ans, qui est directeur commercial et qui habite sur la route de Cossidière, juste avant de tourner vers le chemin du village. Juste en bas, la maison à gauche. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Sachez que la composition de cette liste, parce qu'on a commencé à avoir quelques retours et c'est jamais plaisant, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas souhaité mettre d'étiquette. Chacun appartient à des tendances personnelles, politiques, mais qui, je vous le rassure, ne sont pas extrémistes. Voilà. On se cale entre le milieu, à gauche et à droite, mais on ne va pas au-delà. Voilà. Je pense que c'est une mise au point qu'on devait faire là-dessus. Voilà. Alors sachez que la constitution de cette liste, ça fait pas, ça fait pas un mois qu'elle est prête. Ça fait, les premières réunions qu'on a faites entre nous datent du mois d'avril. D'un premier, on va dire, noyau qui était déjà un peu, qui réfléchissait à ça. Et ensuite, rapidement, est venu s'accrocher d'autres personnes qu'on a sollicitées notamment, et d'autres personnes qui nous ont dit que ça intéressait. Et la liste est constituée est complète depuis un bon mois et demi. Voilà. Donc, vous voyez, et le projet est travaillé ensemble. C'est pas un projet que ce soit 2 ou 3 personnes qu'on a fait. Le projet a été travaillé il a bien fallu commencer à un moment donné. Au début, peut-être à 10, mais le projet a été fini à 15 et c'est un projet partagé à 15. C'est pas un projet imposé par 2 ou 3 personnes de l'équipe. Voilà ce que je pouvais dire. Je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Vous présentez peut-être la commune. Alors, rapidement, parce que c'est peut-être des chiffres que vous n'avez pas tous en tête, la surface de la commune fait 24 km². Alors moi, ça me parle un peu plus en hectares, ça fait 2500 hectares à peu près la commune. Et sachez que 81% des terres sont agricoles et ça représente 2000 hectares de terres agricoles tout de même. On a une des plus grandes communes de la Haute-Garonne. Et pour l'info, parce que celle-là je la connais bien, une des communes où on a le plus grand nombre encore d'agriculteurs. On a encore 20 agriculteurs sur la commune. Vous avez la commune de Naïous pour faire la comparaison, il reste 2 agriculteurs, 2 ou 3. Quelque chose comme ça. C'est pour vous donner un peu l'exemple. Donc ça fait 44 habitants au kilomètre carré. Sachez que la zone qui représente la population représente à peu près 10 hectares, quelque chose comme ça. C'est pas important, mais de tête, il me semble que c'est ça. Parmi la population, donc entre les 15 et 64 ans, vous voyez qu'il y a 75% sans emploi. Aujourd'hui, 150 enfants à l'école, 6 classes et 11 employés municipaux, pour faire un peu l'inventaire. Vous avez à côté donc, le nombre d'habitants de notre commune comparé aux autres. Je vous laisse le lire. Et donc les communes qui font partie aujourd'hui de Color-Sud. Sachez quand même que dans cette intercommunalité, aujourd'hui, avec la réforme qui s'approche des cantons, il se pourrait bien que ça bouge quand même. On va voir, on verra comment ça va se dérouler, mais il faudra être vigilant parce que vous savez que logiquement on devrait être intégré dans le canton d'Escalquens. C'est ce qui est prévu. Alors,
comment on gérera une intercommunalité comme ça, on ne sait pas encore. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même s'en préoccuper. Sachez que 150 enfants à l'école, c'est aujourd'hui, et qu'il y en aura un peu plus, voire beaucoup, pas beaucoup plus, mais un nombre important l'année prochaine, puisque déjà, je pense qu'à la date où on est, il me semble que les inscriptions dans les maternelles sont déjà complètes. Les classes sont déjà saturées. Donc, on peut dire que même, je vais finir là-dessus, que même sans PU, l'école ne va pas disparaître. Voilà. Donc, on va peut-être enchaîner sur le reste. Donc, je vais laisser la parole à Marie. Voilà. Et je vous remercie. Merci Christian. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les grands axes de votre programme, nous souhaitions dire quelques mots sur la façon que l'on souhaite Nous souhaitions donc préciser de quelle façon nous allons administrer la commune. Comment est-ce que nous allons gérer les affaires municipales et quels sont les engagements que nous pouvons prendre à ce sujet. Alors premièrement, ça peut paraître trivial de le dire, les élus seront au travail. Le maire et les employés municipaux, mais aussi les adjoints, les conseillers. Nous avons tous la volonté d'un travail d'équipe. Ce travail d'équipe va conduire à des décisions collectives. Nous n'avons pas envie d'un maire qui prenne des décisions dans son coin. Nous voulons vraiment collégialement décider des actions à prendre. Et ces décisions collectives donc, seront prises dans l'intérêt collectif. Nous n'avons pas d'intérêt personnel à être là. Si nous nous présentons devant vous aujourd'hui, c'est vraiment dans l'intérêt collectif. Troisième engagement que nous prenons, nous souhaitons assurer une gestion rigoureuse de la commune. Alors une gestion rigoureuse au niveau des finances et du budget, d'une part. Vous savez peut-être que la commune est dans un état d'endettement important, donc il nous faudra commencer le désendettement de la commune. Et puis une gestion rigoureuse en termes de projets et d'actions. Les actions devront être prises de façon cohérente et les réalisations devront être de qualité. Voilà, on s'engage à effectivement gérer la commune de façon rigoureuse. Enfin, le dernier point, c'est la notion de transparence et de communication. Nous voulons donc des décisions collectives en toute transparence. Donc pour cela, nous nous engageons à communiquer vers vous des décisions qui sont prises d'une part, des actions et de leur avancement. Et transparence et communication sont vraiment des valeurs fortes sur lesquelles nous nous engageons. Vous avez pu constater d'ailleurs à travers les courriers, les lettres que vous avez reçues, le site internet que nous avons mis en place pour ces élections, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, transparence et communication. Voilà pour les engagements que nous prenons concernant la gestion de la commune. Maintenant, je vais passer la parole à Hervé pour le premier axe de notre projet. Merci. Bien, je voudrais, juste avant de démarrer, dire un très grand merci, qu'on a oublié de faire au tout début. Un très grand merci à vous tous et toutes d'être venus ici. Ça nous fait énormément plaisir. On va avoir la possibilité d'échanger, de répondre à vos questions. Et pour commencer, de vous présenter donc les trois grands axes de notre programme. Alors, le programme est plus complet que cela, mais on a voulu le simplifier dans cette communication et le couper en trois morceaux. Donc, je vais vous présenter cette première partie. Alors, cette première partie, on l'a appelée « Préserver la qualité de vie », parce qu'il nous semblait fondamental de mettre ça dans nos priorités. Je pense que la plupart d'entre vous êtes à Saint-Léon par choix, que vous y êtes bien, on y est tous bien, et notre objectif est de préserver le fait d'être bien, de vivre bien ici à Saint-Léon, voire même de l'améliorer. Alors, dans les différents volets de cette qualité de vie, on va parler du plan local d'urbanisme. Ce n'est pas un gros mot, le PLU, le PLU, qui a fait couler beaucoup d'encre entre 2009 et 2011,
Et donc, on va vous donner notre position sur le plan local d'urbanisme et vous donner quelques éléments techniques. Alors, le plan local d'urbanisme, c'est un outil de gestion, un outil d'aménagement du territoire. Très concrètement, c'est un document, papier, un règlement qui permet de définir ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire en termes d'aménagement du territoire, en termes d'urbanisme et donc, plus près de nous, en termes de construction. Le plan local d'urbanisme, ni plus ni moins que ça. Notons qu'aujourd'hui, on a un cadre réglementaire, on n'est pas orphelin, il existe un POS, le plan d'occupation du sol, donc il y a un document applicable qui permet de gérer l'aménagement et les constructions à celle. Ceci dit, le PLU est un document plus moderne, et nous, on prend devant vous un engagement, si vous nous faites confiance, la semaine prochaine, c'est d'attaquer la réflexion sur un plan local d'urbanisme qui sera le reflet d'une volonté commune. Et quand je dis la volonté commune, ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la volonté d'un petit groupe. Alors, je vais même jusqu'à dire, ce n'est pas la volonté de quelques propriétaires qui ont envie de voir leur terrain changer de statut. C'est vraiment faire un plan local d'urbanisme qui soit le reflet de la volonté de 1162 habitants, on va mettre de côté les enfants, enfin d'un bon millier de personnes qui vivent sur la commune. Donc nous voulons faire un PLU. Et alors pour faire un PLU, il faut, avant même de rentrer dans les différents volets, il y a une méthode. Alors, la méthode passe par la transparence et la concertation. La transparence et la concertation, c'est réglementaire, c'est légal, ça veut dire associer la population à la constitution de ce PLU, c'est-à-dire aller recueillir les besoins, et recueillir les besoins, c'est pas simplement poser la question et ne pas tenir compte des réponses, c'est s'appuyer sur ce que vous souhaitez pour votre commune. C'est ça la vraie concertation, c'est ça la vraie transparence. Ce n'est pas faire une réunion et vous mettre devant le fait accompli en vous disant voilà, ce que l'on va faire c'est ça, c'est apprendre ou à laisser, et en plus vous n'avez pas le droit de le laisser. Donc une vraie concertation, c'est vous poser des questions, aller à votre rencontre, recueillir les besoins, recueillir les aspirations et bâtir un plan local d'urbanisme qui soit le reflet de ça. Le second point, c'est la réflexion. Une vraie réflexion, c'est se projeter sur le moyen terme et sur le long terme. Quelle commune voulons-nous pour les 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent? C'est important de pouvoir répondre à ces questions-là, parce qu'on voit que dès qu'on va engager des moyens financiers, on va s'apercevoir qu'il vaut mieux avoir anticipé le moyen terme plutôt que de construire pour ensuite déplacer ou pour recoller des morceaux à côté, parce qu'on n'a pas prévu que les choses allaient se passer comme elles vont se passer. Donc une vraie réflexion, et j'y reviens, qui s'appuie sur une volonté commune, sur le bon sens, et non pas sur les aspirations de un tel ou un tel à voir leur terrain changer de nature, pour faire de l'opération financière et immobilière. Donc ça, c'est vraiment nos engagements. Et le troisième point, c'est la cohérence. Un PLU doit se construire en cohérence. Cohérence entre quoi? La cohérence entre ce que l'on a envie de faire et ce que l'on a la possibilité de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commune a des moyens financiers, ils sont ce qu'ils sont. La situation n'est pas facile, vous la connaissez, on a communiqué dessus. Et donc, on ne peut pas se permettre d'imaginer un PLU complètement démesuré, parce qu'en fait, il faut que les infrastructures suivent, et il faut que les finances de la commune puissent suivre, etc. Donc, la transparence et la concertation, très important. Marie en a parlé, je viens d'y revenir dessus. Une vraie honnêteté intellectuelle qui consiste à faire un PLU pour les plus de 1000 habitants de la commune, non pas pour quelques privilégiés, et finalement une vraie cohérence pour s'assurer qu'on aura les moyens de faire ce que l'on veut. Si on ne respecte pas ces valeurs de base, qu'est-ce qui peut se passer? Il va se passer exactement ce qui s'est passé en 2011. C'est-à-dire que si on ne sait pas respecter cela, la législation est suffisamment bien faite pour que le projet ne passe pas. Et c'est ce qui s'est passé en 2011. Donc je rappelle, pour ceux qui le savent, et je donne l'information pour ceux qui ne le savent pas, c'est que un expert indépendant qui a été nommé par la préfecture lors de l'enquête publique a donné un avis défavorable au projet précédent. C'est quelque chose qui est rarissime, je vous le dis. Sur un département comme le Haut-Garonne, les cas se comptent sur les doigts d'une ou deux mains. Et c'est arrivé chez nous. Donc le projet initial était tellement mal préparé et ne respectait pas ses valeurs que quelqu'un d'indépendant qui a découvert le dossier a dit non, ça ne pourra pas se faire et le projet n'est pas cohérent. Donc le projet a été abandonné
après l'avis défavorable donné lors de l'enquête publique. Et le préfet a aussi demandé de manière très claire à la mairie de retirer son projet. Et nous en sommes restés. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous vous proposons, c'est une autre façon de faire de la politique, comme on l'a écrit. Donc c'est notre PLU. Alors c'est un PLU que l'on axe sur 4 grands volets, comme vous avez derrière moi. Et on va commencer par le premier qui est la croissance de la population. Donc je vais vous parler de cohérence. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'on bâtisse cette vision en moyen terme et à long terme, sur en fait une évolution de la population qui est la même que celle que l'on connaît depuis, allez, on va dire une quinzaine d'années. On n'a pas en tête de changer les choses, c'est-à-dire de vouloir booster à tout prix l'arrivée de population dans le village. Celle-ci va se faire naturellement. Pourquoi le faire naturellement? Pourquoi le faire comme cela se fait depuis 10 ou 15 ans? Tout simplement parce que je pense que les nouveaux arrivants qui sont ici vont pouvoir faire le constat qu'ils arrivent dans une commune qui est accueillante, que la commune a la capacité d'accueillir les nouvelles personnes, de les intégrer, de leur trouver des places dans les associations, que l'école a aussi permis d'intégrer les nouveaux enfants, et on voit que même avec cette croissance maîtrisée et modérée, l'école se développe. Il existe des commerces qui vont se développer aussi. Je reviendrai sur ce que l'on veut faire pour en plus en faire la promotion et en attirer de nouveaux. Donc en fait, une croissance modérée et maîtrisée de la population permet de développer notre village de façon tout à fait harmonieuse. Donc ça, c'est le premier volet. Second volet, c'est le volet assainissement. Alors tout le monde a dû constater qu'il y a quelques travaux en ce moment dans les rues de la commune. Donc il y a l'assainissement, une partie de l'assainissement du village qui est en cours. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas contre, hein, c'est quelque chose qui est très très bien. Il faudra commencer par finir l'assainissement du village, hein, on n'en est pas encore là, il y a des secteurs qui ne sont pas encore accordés. Et puis surtout, il y a le cas de Cossidière. Donc là, au nom de toute l'équipe, on prend l'engagement très fort, très ferme, sans aucune ambiguïté, d'étudier dès que nous serons aux commandes, si vous donnez votre confiance et puis que la semaine prochaine nous sommes élus et que Christian est le maire de la commune, d'étudier comment doter Cossidière d'un assainissement collectif, légal, conforme aux normes, qui ne conduira pas et qui, à mon avis, changera très agréablement la vie des habitants de Cossidière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, sachez qu'aujourd'hui, tout ce qui sort des fosses de Cossidière se retrouve dans un fossé. C'est une situation qui n'est absolument pas légale, à laquelle les propriétaires ne peuvent strictement rien, mais c'est un état de fait. Donc nous, on prend l'engagement très clair. Dès que l'on peut, on étudie le dossier avec les propriétaires, avec les gens qui habitent à Cossidière, avec les experts, pour trouver la solution qui va bien, et la solution qui va permettre d'avoir enfin quelque chose qui ne pollue pas, qui soit conforme aux normes, et qui respecte un petit peu à la fois l'environnement et les personnes qui habitent à Cossidière. Troisième point important, le centre-bourg. Alors, si je fais un petit retour en arrière sur ce qu'était le projet de PLU 2009-2011, si vous le reprenez, vous constaterez que le centre du village, qui est pourtant le cœur, le poumon de notre village, était complètement oublié, et que tous les aménagements, tous les projets étaient à la périphérie, avec la création de centaines et de centaines d'habitations. Or, nous souhaitons renforcer la place du centre du village. Parce qu'un village dans le Lauragais, c'est, j'allais dire, en premier, un centre qui va permettre une vraie identité, qui va permettre un lieu de rencontre convivial, qui va permettre d'accueillir de nouveaux commerçants, c'est important, qui va permettre aux commerçants qui sont là de développer leurs affaires. Hein, c'est très important aussi pour nous. C'est les commerçants, tous les artisans, les gens qui travaillent sur la commune de Saint-Léon, c'est le poumon économique. Et pour nous, ce sont des gens qui sont très très importants. Et donc, pour ceux qui ont des activités avec une façade, avec une boutique, avec un magasin, il est très important de leur offrir un centre qui soit... Alors, par-dessus ça, donc on veut le mettre au cœur de nos préoccupations, bien sûr, avec vous, et par-dessus ça, rajouter le fait que ce centre-là, il doit être accessible aux enfants en vélo, sans crainte, je reviendrai sur les aspects de sécurité, il doit être accessible aux jeunes parents qui ont des poussettes avec des enfants et qui ont envie d'aller faire leurs courses, sans devoir faire du gymkhana par-dessus les trottoirs. Ça doit être accessible aux personnes âgées, dont on sait qu'elles se déplacent plus difficilement que nous. Ça doit être aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.
et ça c'est un des axes qu'on a réellement, et c'est pas de la démagogie, envie de prendre en compte. Donc, un vrai centre-bourg, pensez avec ceux qui habitent, concerter avec vous, en s'appuyant sur des experts, en s'appuyant sur tous les gens qui pourront nous donner des idées, pour essayer d'avoir une vraie signature pour le village, une vraie identité pour le village de Saint-Léon, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le fait d'avoir mis quelques lignes de peinture sur la place soit réellement un aménagement du centre-bourg. Dernier point, c'est le préserver nos paysages, préserver la ruralité. Donc Christian a expliqué que Saint-Léon, c'est 80% de terres agricoles et encore 20 agriculteurs. Ben nous y sommes très attachés. Nous sommes très attachés à ça pour deux raisons. D'abord parce que économiquement, il n'y a aucune raison, et ce n'est pas dans le projet, de sacrifier ces activités agricoles et ces agriculteurs, parce que ce sont des familles qui vivent. Et le deuxième point, c'est parce que ça contribue aussi au paysage qu'on a sous les yeux tous les jours. Ça veut dire que quand on va se promener, on a la chance, grâce aux agriculteurs, grâce aux champs, de tournesol, de colza, qu'on voit, de sorgho, on a la chance de voir des lièvres, on a la chance de voir des chevreuils, on a la chance d'avoir des très très beaux paysages, toutes les saisons d'ailleurs, avec la rotation des cultures. On a des choses qui sont magnifiques sous nos yeux, que l'on a envie, de préserver, et voire même de valoriser, c'est-à-dire, pourquoi pas, alors ce sont des exemples, de créer quelques boucles de promenade, quelques sentiers, qui permettraient d'aller découvrir des endroits qui sont magnifiques. Je fais partie de quelques-uns qui courent régulièrement dans les coteaux ici, et je peux vous garantir que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, il y a vraiment des choses magnifiques à découvrir dans le village, et ça, pour nous, c'est une priorité de les concerts. Donc je suis parti donc je viens de terminer les points du PLU, et je vais juste vous parler de la sécurité, que j'ai déjà un petit peu abordé, en illustrant juste un petit point. La sécurité des déplacements, ce n'est pas uniquement mettre un radar pédagogique 15 jours avant le premier tour des élections municipales. Ce n'est pas non plus mettre des ralentisseurs qu'on enlève, qu'on déplace selon le changement du vent d'automne. C'est avoir une vraie réflexion. Une vraie réflexion avec les professionnels. Typiquement, les ralentisseurs, si on avait posé la question aux chauffeurs de poids lourds, et on en a dans notre équipe, ils vous auraient dit, ces ralentisseurs-là, ils ne ralentissent personne. Voilà. Donc une vraie réflexion pour arriver à sécuriser les déplacements et les transports. Je ne vous cache pas que j'ai des enfants, et je tremble pour tous les enfants que je vois circuler en vélo dans le village, avec la crainte qu'un jour il y ait un accident. Heureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dernier point, les transports en commun. Si on veut développer le village, il faut aussi développer l'offre de transport en commun. Alors vous allez me dire qu'à l'échelle d'une commune, c'est difficile de faire des choses. Oui, mais nous on a la volonté de discuter avec Color Sud, de discuter avec le Conseil général et d'apporter de nouvelles solutions. Un dernier exemple, tous ceux qui ont des enfants au lycée à Bellevue se sont confrontés aux difficultés et au temps de trajet que ces jeunes ados rencontrent quand il s'agit le matin de prendre le bus pour aller à Bellevue, c'est Bellevue à Toulouse, et de rentrer. Là, on veut avoir une réflexion, on va aller discuter avec les professionnels, on va aller discuter avec le Conseil général, et on veut essayer de trouver des choses qui vont permettre de réduire le temps de trajet pour les ados, et donc du coup, alors ça c'est qu'un exemple, mais du coup de permettre aux habitants de Saint-Léon de profiter de transports en commun pour aller vers les différentes communes autour, là où il y a des commerces, là où il y a des supermarchés, voir là où il y a des lycées, et puis rapprocher pourquoi pas le offre de manière un peu plus fréquente à nous, etc. Donc voilà, quels étaient les grands axes concernant la qualité de vie, avec un prérequis, puisqu'on va parler finances, c'est que dans un tout premier lieu, on a besoin d'inventaire. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, si nous sommes élus, de comprendre de quoi nous disposons comme moyens financiers. Un audit financier des comptes de la commune, un audit de ce que la commune possède en termes de biens immobiliers, en termes de terrain, de manière à pouvoir ensuite piloter les réalisations que nous vous proposons. Donc voilà, j'ai été un tout petit peu long par rapport à ce que j'ai prévu. Je passe la parole à la prochaine personne. Oui, donc moi je vais poursuivre Stabilité. Donc Hervé nous a montré qu'on souhaitait faire évoluer le village et répondre aux besoins des habitants et adapter aussi les services à tous ces nouveaux arrivants. Donc pour ça, on a pensé que le meilleur outil, c'était d'utiliser la démocratie participative, dans la mesure où ça va nous permettre de prendre les idées, les expériences
tout ce que les gens peuvent apporter. Et on va pouvoir avec eux, à la fois, comme Hervé le disait, travailler ensemble sur des projets, essayer de se concerter et arriver à des projets qui soient aboutis, qui soient concrets, qui soient raisonnables. Donc la démocratie participative, en fait, c'est une sorte de technique qui va vous amener, dans un premier temps, à vous informer. Alors informer, on va essayer de passer par un maximum de méthodes. Donc les premières méthodes traditionnelles, on va dire, c'est le bulletin municipal, qu'on souhaite mettre en place 2 fois par an, qui soit assez complet. Mais aussi, on veut vous donner plus d'informations régulières, donc soit par l'intermédiaire de petits, on va dire, flash info, qui serait donc beaucoup plus fréquent. On va utiliser aussi tout ce qui est informatique. Donc, on va créer un blog internet, du genre de ce qu'on a pu déjà faire, pour y mettre des informations plus pratiques, un peu à la manière du blog de Léon qui existe déjà. On voudrait aussi mettre en place un système d'inscription Twitter pour les gens qui souhaitent être informés très rapidement d'événements plus particuliers. Et on va aussi, comme aujourd'hui, essayer d'organiser des réunions publiques. Dès qu'on aura un projet un peu plus important, une idée d'un aménagement, on peut organiser une réunion pour déjà vous expliquer ce qu'on souhaite faire. Et après, pour les gens qui sont intéressés, on pourra continuer par petits groupes de travail. On souhaite aussi favoriser la rencontre des administrés avec les élus et mettre en place des permanences qui nous permettront d'une part de vous informer, de répondre à vos questions et de démarrer aussi la consultation qui fait partie donc, de la méthode de démocratie participative. Donc consulter, on aura aussi là plusieurs façons de le faire. Par l'intermédiaire de visites sur le terrain. Donc, je vais juste prendre un petit exemple pour simplifier. Imaginons que dans le lotissement qui est donc derrière la salle de taekwondo, là, c'est le lotissement de la Serre, je sais qu'il y a une demande d'aménagement d'une zone de jeu pour les enfants. Eh bien, on va réunir les personnes de ce lotissement que ça intéresse. Évidemment, il n'est pas question non plus de vous solliciter tout le temps, mais réunir les personnes qui sont intéressées pour voir réellement les besoins qui vont ressortir. Donc peut-être les gens diront, moi j'ai des enfants de tel âge, je veux qu'on y mette un toboggan, je ne sais pas. D'autres diront, attention, il y a un problème de sécurité à tel endroit. Et l'idée de cette concertation, c'est d'essayer de monter un projet qui sera donc concerté, raisonnable et qui prendra en compte les besoins réels de la population. On fait une synthèse de tout ça pour arriver à ce projet. Alors, donc là, on agit un petit peu ensemble aussi, parce que tout est un petit peu lié. Et une fois qu'on a mis en place ce projet, évidemment, toutes les idées ne vont pas forcément être bonnes. Donc on va, nous, s'efforcer de vous donner des justifications de nos choix. Donc on décidera, peut-être que ça, c'est pas bien adapté à ce qu'on veut faire, peut-être autre chose serait mieux. Voilà, donc ça c'est l'idée vraiment de la démocratie participative. Alors les conseils de quartier, c'est une autre forme aussi de consultation, où là on va cibler des zones géographiques. La valorisation du patrimoine, ça en fait c'est plutôt apporter une réflexion sur certains bâtiments ou monuments de la commune. Alors, actuellement, je sais qu'il y a un petit projet de rénovation du carillon de l'église. Donc ça, c'est un projet qui sans doute se fera en partie bénévolement. Donc revaloriser le patrimoine, c'est aussi utiliser, on va dire, l'expérience des anciens du village qui savent qu'à un tel endroit, ça vaut le coup de valoriser tel bâtiment, tel lieu et de le mettre en valeur. Les initiatives citoyennes, donc là, une fois qu'on aura réalisé tout ce travail, on souhaite aussi donc dynamiser la commune, dynamiser la population pour qu'elle puisse mettre en place qu'une idée qui soit ressortie à un moment ou à un autre de toute notre concertation et de toute notre consultation, que cette idée puisse être valorisée, aidée par la commune. On peut prendre par exemple l'idée d'un café citoyen qu'on peut aider à mettre en place.
par exemple aussi une participation aux journées de l'environnement, des chantiers bénévoles. On souhaite vraiment que chacun s'y retrouve, puisse exploiter ses idées, ses expériences et qu'on puisse ensemble valoriser tout ça. Alors ensuite, le dernier point de la méthode démocratie citoyenne et participative, c'est évaluer et rendre compte. Alors, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, dans la mesure où évaluer, on va ensemble décider, enfin pas décider, mais ensemble se rendre compte de si on a bien respecté les règles qu'on s'était fixées au départ. Donc si on a prévu l'aménagement d'un lieu, on va voir si en effet on a bien tout pris en compte. Et rendre compte, c'est un peu de nouveauté sur la commune, c'est qu'on va vous proposer non seulement de vous expliquer les projets qu'on aura réalisés, donc en justifiant les choix, mais aussi on prévoit de faire un suivi du projet et de sa réalisation. Et éventuellement, on va conclure si on avait bien raison de faire ça, ou bien s'il fallait le voir autrement, de manière à pouvoir évoluer pour les fois suivantes. Voilà. Donc, globalement, la démocratie participative, ça nous a paru donc, un des meilleurs outils, parce qu'on souhaite, comme l'a dit Marie au début de la discussion, on souhaite partager le pouvoir avec vous, on ne souhaite pas travailler en petits groupes. On souhaite aussi donc faire avec vous plutôt que de faire pour vous. Et enfin, on veut essayer de recréer du lien social. On ne souhaite pas que Saint-Léon devienne un village dortoir. On a vraiment envie d'y retrouver des associations, des activités. Alors, concernant le lien social, je pense que... Alors, je ne sais pas qui c'est qui commence, là. Nathalie, Cathy et Claudine vont pouvoir un peu plus nous expliquer dans la photographie. Donc, merci Sylvie. Et donc, effectivement, le dernier aspect que l'on souhaitait développer, en tout cas mettre en évidence dans ce programme, c'était la solidarité et le lien social. Donc, un des premiers aspects que nous souhaitons développer, c'est effectivement la mise en place d'un réseau solidaire. Ce réseau serait destiné, en tout cas sera destiné à toute personne qui en fait en aura besoin, que ce soit des personnes isolées, des personnes démunies, des personnes jeunes ou âgées, des personnes présentant un handicap ou encore des étrangers qui pourraient venir sur notre commune. L'intérêt d'un tel réseau, ce serait de proposer des solutions aux problèmes que viendront nous rapporter les gens. Pour mettre en place ce réseau, nous nous engageons à deux choses. La première serait de travailler dans le respect de la confidentialité, puisque certaines situations nécessitent un devoir de réserve. Et la deuxième, de travailler dans un réel élan solidaire. Alors, moi je vais vous présenter le CCAS, qui est le premier de ces moyens, qui est obligatoire sur les communes, et qui est un outil de l'action sociale locale, et que nous souhaitons donc actif et efficace. Alors son rôle est de prévenir et de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de venir en aide aux personnes en situation de fragilité, qu'elles soient temporaires ou durables. Et c'est-à-dire que ça peut être chacun de nous qui peut rencontrer aussi une difficulté à un moment de sa vie. Donc le champ d'intervention du CCAS est très large et c'est intéressant parce que ça permet de l'adapter aux problèmes spécifiques rencontrés sur Saint-Léon. Le CCAS est constitué du maire et à part égale de conseillers municipaux et de citoyens de Saint-Léon, de gens qui ont des compétences particulières, qui sont engagés dans la vie associative, ou voilà, ça peut être de l'un de vous. Et donc toutes ces personnes sont évidemment soumises au devoir de confidentialité, comme le disait Nathalie. Le budget du CCAS est autonome. Et voilà, nous souhaitons que le CCAS prenne une vraie place dans la vie communale et se mette au service de tous. Et pour cela, nous nous engageons à plusieurs choses. La première étant de prendre en compte toutes les demandes, sans discrimination, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un souhaite s'adresser au CCAS et porte une demande, qu'elle soit entendue, tout simplement. Le deuxième engagement, c'est d'essayer d'apporter une réponse rapide, équitable et basée sur des critères objectifs, ce qui paraît tout à fait normal. Le troisième serait de rendre le CCAS visible et accessible, c'est-à-dire de faire une information. Je ne sais pas si tout le monde parmi vous connaît le CCAS et son rôle,
mais il paraît important d'informer et d'expliquer comment ça fonctionne et d'assurer des permanences régulières pour recevoir les personnes qui souhaiteraient s'y adresser. Et le but également et l'engagement que l'on prend pour le CCAS, c'est d'orienter les personnes vers les dispositifs les plus adaptés, qui ne sont pas donc forcément du ressort de la commune, et de les accompagner si nécessaire et d'assurer un suivi, c'est-à-dire si on oriente quelqu'un vers tel ou tel organisme, parce que c'est celui qui peut répondre à sa demande, c'est de s'assurer que le suivi se fait bien et que la situation évolue favorablement. Voilà, donc ce travail implique une bonne connaissance du terrain, évidemment, et de ses acteurs, et nécessite la création de réseaux que Claudine va vous présenter. Donc, au-delà du CCAS, nous proposons la mise en place d'un réseau d'entraide. Donc, pour cela, nous avons choisi d'adhérer à l'Union nationale des CCAS, qui peut nous proposer une aide, une formation, une méthode de travail, afin de permettre un travail élaboré et pour accompagner au mieux les personnes en situation de demande. Ce réseau est d'une part formel, c'est-à-dire qu'il a pour but d'assurer un relais vers les différentes institutions sociales qui peuvent aider ces personnes, c'est-à-dire la CAF, la CPAM, les assistances sociales de secteur et Color Sud. Il a aussi, d'autre part, il peut être informel, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à des associations volontaires de la commune pour proposer des initiatives citoyennes. Comme par exemple un petit fascicule d'accueil pour les nouveaux arrivants où sont mentionnées les différentes informations qui pourraient les intéresser sur la commune. Ça peut être aussi initier un élan solidaire afin de permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier de réseaux déjà existants dans un secteur professionnel donné, comme pour par exemple la mise en place, la rédaction d'un CV, de l'aide de motivation. Bien que ce réseau informel ne soit pas réglementé par le CCAS, nous nous engageons à apporter notre aide en toute confidentialité dans le respect des personnes. Comme on l'a évoqué un peu tout à l'heure, la solidarité passe également par le développement d'une cohésion sociale. Et nous pensons que les associations de notre village non seulement dynamisent celui-ci, mais également favorisent la cohésion sociale. C'est pour cela, si les partenaires associatifs sont d'accord avec cette initiative, nous proposons de développer encore davantage les associations au sein du village. Nous discuterons donc avec les responsables des associations et les membres actifs de ces associations afin de développer plusieurs initiatives afin d'encourager les Saint-Léonais à participer à la vie associative du village. Par exemple, nous avons pensé que nous pourrions proposer un pass-famille qui serait un pass qui proposerait aux familles des tarifs dégressifs en fonction que les différents membres d'une même famille s'inscriraient sur différentes associations du village. Ceci favoriserait donc l'inscription de plusieurs personnes sur plusieurs associations, à condition que ces personnes fassent partie d'une même famille. De plus, nous favoriserons la création d'événements festifs ou associatifs qui pourraient impliquer une ou plusieurs associations du village. Bien sûr, tout cela sera réfléchi en accord avec les associations du village. La commune travaille déjà actuellement avec différents organismes visant à étendre la solidarité. C'est le cas par exemple des services d'aide, de maintien et de soins à domicile pour les personnes âgées ou encore les services de Color Sud pour les jeunes. Bien sûr, nous pensons continuer cette collaboration et même réfléchir à des moyens de la renforcer. On ne peut pas parler de solidarité sans évoquer le cas de l'école de Saint-Léon et la mairie, la commune réfléchira à des moyens d'inciter la création de projets, de soutenir les projets de notre école. En fait, on ne peut pas parler de solidarité sans imaginer des échanges intergénérationnels, puisque la solidarité, c'est avant tout un dialogue et des échanges entre les générations.
Ces valeurs qui nous sont chères, nous tenterons de les valoriser en favorisant l'installation de manifestations qui favoriseront le mélange entre les générations. Ces générations seront d'ailleurs écoutées puisque nous pensons proposer la création de conseils jeunes ou au contraire de conseils des aînés que nous consulterons dans le cadre des conseils municipaux. Je vous remercie pour votre attention.